I can feel your energy pulsating down my spine. Oh, oh. I am not the enemy. No need to run and hide. No, no. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous aujourd'hui le sujet de cette fameuse grossesse. Voilà, dans ma vidéo précédente, je vous avais laissé avec comme dernière phrase, comme quoi j'avais eu 3 mois après ma visite chez ma gynécologue un test de grossesse positif, donc une grossesse voilà, surprise. Et donc voilà, donc vous avez deviné le sujet. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de cette fameuse grossesse. Alors donc je commence. Donc j'ai eu ce test positif 3 mois après, voilà. Voilà, j'étais super contente et en même temps j'étais hyper stressée et anxieuse. J'avais beaucoup de peur aussi parce que bah déjà j'étais en plein deuil, voilà, de mon bébé avec mon mari. Ensuite, de nouveau, j'apprends que je suis enceinte. Ça fait beaucoup d'informations à gérer, ça fait beaucoup de sentiments aussi à temporiser. Et voilà, quand vous êtes voilà, dans un cheminement de deuil, quand vous avez le cœur brisé, quand vous avez l'esprit ailleurs, tout ça, c'est très difficile en fait de gérer ces états d'âme. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti avec mon chéri. C'était vraiment très difficile de jongler avec nos états d'âme, sachant qu'on était hyper fragile, donc forcément hyper susceptible, enfin sur beaucoup de choses, enfin c'était vraiment oui, assez compliqué à gérer. Donc j'ai directement informé ma gynécologue, je l'ai appelée, je lui ai dit voilà je suis enceinte, elle était hyper surprise tout comme nous, elle s'attendait pas du tout à ce que je la rappelle aussi vite. Donc elle nous a donné rendez-vous immédiatement dans cette même semaine où on a fait tout de suite une échographie. Voilà, elle voulait s'assurer que l'œuf était bien placé, que c'était pas une grossesse extra-utérine ou enfin voilà, elle voulait déjà écarter tout danger et être sûr que voilà, il y avait bien une grossesse qui était en cours. Donc on fait l'échographie et effectivement l'œuf était bel et bien placé dans l'utérus, mais comme c'était très très tôt, du coup bah forcément il n'y avait rien du tout dedans, on pouvait rien voir. Et donc elle nous a rassuré en disant c'est normal qu'on voit rien, c'est beaucoup trop tôt pour voir quoi que ce soit. En revanche, voilà, elle était assez silencieuse sur la fin et elle nous a expliqué qu'en fait il y avait une espèce de tache noire qu'elle savait pas ce que c'était. Voilà, juste à côté de l'œuf, vous aviez l'œuf en fait qui était comme ça dans l'utérus et à côté il y avait une tache noire, voilà, à peu près de cette taille là. Ça faisait à peu près comme ça sur l'échographie et en gros elle nous expliquait qu'elle ne savait pas ce que c'était, qu'elle savait pas si c'était du sang, qu'elle savait pas si c'était un décollement et que du coup on n'avait pas possibilité de savoir ça maintenant, qu'il fallait attendre. Donc autant vous dire que quand elle nous a dit ça, déjà qu'il y avait eu des petites minutes de silence juste avant avec mon chéri, on a eu la gorge serrée, on s'est dit c'est pas possible, on vient à peine d'en finir avec la fausse couche tardive que déjà on nous annonce voilà, de l'ombre au tableau pour cette nouvelle grossesse. Donc elle nous a dit voilà, dans l'immédiat où on ne sait pas voilà, ce que c'est que cette tache noire, elle m'a dit je vous conseille de vous reposer et de surtout pas faire de gestes brusques, enfin voilà, en gros elle me conseille vraiment de me reposer et d'en faire le moins possible. Elle m'a prescrit une échographie à faire donc dans les 2 semaines qui suivent, plus un rendez-vous, et elle m'a également demandé de faire 2 prises de sang à 48 heures d'intervalle pour voir si c'était une grossesse évolutive et voir si mon taux voilà, de grossesse augmentait. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, j'ai regardé sur internet, chose qu'il ne faut jamais faire. Mais moi, voilà, je vous le dis, ne le faites pas, mais moi-même, j'arrive pas à me contrôler, je vais forcément aller voir. Et j'en ai conclu toute seule que c'était un décollement du placenta. Et c'est très curieux parce que
je sais que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et au final, j'ai trouvé très peu en fait de témoignages sur internet, que ce soit dans les forums, que ce soit sur YouTube. Le seul témoignage que j'ai trouvé sur YouTube, et ça expliquait exactement tout ce que moi j'avais, la personne montrait en fait son échographie et c'était vraiment pareil, exactement pareil. Donc c'est pour ça que j'en ai conclu que c'était un décollement du placenta. Et que par contre cette dame-là, elle avait un décollement vraiment énorme. Moi à côté c'était beaucoup plus petit, mais ça restait quand même ça. Et ce diagnostic a été confirmé à l'échographie que j'ai fait 2 semaines après. Elle a bien confirmé que c'était un décollement du placenta et qu'il fallait vraiment que je me repose à fond, limite être alitée, pour être sûr que ça se résorbe et que ça se recolle. À savoir qu'un décollement du placenta, ça signifie en fait que le placenta qui alimente le bébé n'est pas bien fixé voilà, à l'utérus, ce qui fait que le bébé peut être en manque d'oxygène, en manque aussi d'alimentation. Donc voilà, ça peut avoir de graves conséquences sur le fœtus, surtout sur un fœtus, un embryon au stade où j'en étais. Surtout si l'embryon est en plein développement. Donc oui, c'est clair que là, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux. Donc voilà, chose faite. J'étais rassurée de savoir ce que j'avais et de confirmer un diagnostic. Mais en même temps, j'étais très stressée puisque j'avais vraiment peur de faire une fausse couche et j'avais vraiment peur, je sais pas, de tout et rien en même temps. Donc c'était les 2 semaines qu'on suivi ont été super difficiles à gérer. Ce qui m'a rassurée quand même, c'est que les résultats de la prise de sang, des 2 prises de sang, ont montré que la grossesse était bien évolutive. Donc quand je suis retournée chez ma gynéco et qu'elle m'a fait donc l'échographie, gros soulagement, elle a dit voilà, il n'y a plus du tout de décollement. Il devait rester, tout petit. Et elle a dit franchement, c'est rien du tout, ça va se remettre, c'est sûr. Donc en gros, elle a dit que je pouvais reprendre une vie normale sans forcément aller faire la fête, aller en boîte ou quoi, mais en gros que je pouvais reprendre le cours normal de ma vie. Et elle m'a redemandé aussi de refaire encore à 48 heures d'intervalle une prise de sang, enfin 2 prises de sang du coup, pour continuer de surveiller et de voir que la grossesse reste bien évolutive. Donc c'est ce que j'ai fait. La grossesse était bien évolutive, donc je suis retournée la voir. Donc vous voyez, le suivi est vraiment très précis, et sur ça j'étais vraiment hyper rassurée de voir que ma gynéco, ma nouvelle gynéco prenait beaucoup d'intention et vraiment prenait le temps de m'ausculter, même si je vous avouerai quand même que je vis en région parisienne, il y a énormément de patients, il y a énormément de temps d'attente en salle d'attente, mais ça voilà, c'est propre à chaque région. Ce sera jamais pareil dans 2 régions différentes. Et voilà, ça c'était quand même assez pesant, ce qui fait que avec tous ces faits là, ça engendre une activité toujours rapide. Et c'est vrai que ma gynéco était assez dans le speed et prenait des fois pas forcément le temps de tout écouter et de pas trop me rassurer aussi. Vous savez, pour moi il y a de l'humain dans ces métiers là, il faut avoir le côté empathique aussi, je sais pas si ça se dit comme ça, mais il faut avoir de l'empathie aussi pour son patient qui est en face de soi. Et là en l'occurrence, moi je venais de perdre un bébé, elle le savait, c'est elle qui a fait mon accouchement et c'était vraiment dans le speed tout le temps, et ça c'était assez contraignant pour moi, mais bon, tant qu'elle faisait mon suivi bien comme il faut, moi ça m'allait. Et de toute façon c'est un très bon médecin, donc voilà, j'aurai aucun regret sur le choix d'avoir continué avec elle. Donc j'étais en train de vous dire que j'étais retournée la voir, qu'elle avait dit qu'il n'y avait plus de décollement, que les prises de sang avec les 48 heures d'intervalle, donc la 2e prise de sang, continuait de montrer que la grossesse était bien évolutive et que le taux augmentait très bien. Donc on a commencé à parler de la pose du cerclage, puisqu'il est apposé à 12 semaines de grossesse, entre 12 et 13 semaines de grossesse, après l'échographie T2 du coup. Non, qu'est-ce que je raconte? Après l'échographie T1 du premier trimestre. Donc elle m'a expliqué que j'avais 2 choix. Soit je pouvais
le faire poser sous anesthésie générale ou de le faire poser sous anesthésie rachis. Alors autant vous dire que moi, dès qu'on prononce le mot anesthésie, je suis comme ça. J'avais vraiment très peur parce que je me suis dit je suis enceinte et on me parle d'anesthésie. Donc elle m'a expliqué que les anesthésies c'était parfaitement possible pendant une grossesse. Mais voilà, ça comporte toujours certains risques. Et elle m'a bien expliqué qu'une anesthésie générale était beaucoup plus critique qu'une anesthésie rachis, à savoir qu'on anesthésie en fait qu'une partie du corps, c'est-à-dire le bas du dos, et que tout mon bas, c'est-à-dire le bassin, mes jambes, je ne sentirais plus rien du tout, mais je ne serais pas complètement endormie et c'était beaucoup moins risqué pour le bébé de faire comme ça. Mais moi, et là je me suis trouvée vraiment égoïste, à chaque fois que j'y repense, je me dis que je me demande comment j'ai pu avoir des pensées aussi égoïstes. J'avais tellement peur que j'ai dit non, je veux une anesthésie générale, je veux rien voir de ce qui se passe, je veux que tout se fasse pendant que je suis endormie, comme ça au moins je suis sûre de pas avoir peur et de pas avoir quoi que ce soit. Et c'était vraiment très lâche de ma part d'avoir dit ça, mais bon, c'est comme ça. Elle m'a dit y a pas de souci, elle m'a donné rendez-vous avec l'anesthésiste que j'ai vu donc quelques jours après mon échographie T1 qui montrait que le bébé allait très bien, qu'il évoluait très bien, donc il n'y avait aucun problème pour ça. Donc j'ai vu l'anesthésiste, le rendez-vous a duré 20 secondes, allez non j'exagère, 10 minutes, j'ai payé 50 €, franchement c'est un truc de dingue, 50 € pour qu'on vous pose des questions. Heureusement quand même qu'après ils sont utiles le jour de l'opération, parce que en tout cas ce rendez-vous là il y a une secrétaire qui peut le faire, il n'y a pas de souci normalement. Enfin bref, c'est que mon avis. Donc je l'ai vu, il m'a tâté le dos, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour une anesthésie rachis et encore moins de problème pour une future péridurale. J'ai reparlé avec lui voilà, de mes inquiétudes par rapport à l'anesthésie. Il m'a dit exactement la même chose voilà, que ma gynécologue, et il m'a fortement conseillé l'anesthésie rachis, à savoir qu'il m'avait dit qu'il avait déjà fait des anesthésies générales sur des patientes enceintes et que ça s'était très bien passé et que voilà, les bébés ont continué d'évoluer sans problème, mais qu'il ne pouvait pas non plus ne pas me dire que c'était pas... qu'en termes de risque, il y avait plus de risques avec l'anesthésie générale que l'anesthésie rachis. Donc il m'a dit posez-vous bien la question. Il m'a demandé qu'est-ce qui me faisait aussi peur sur une anesthésie rachis. Et là je me suis sentie un peu honteuse parce que je lui ai dit en fait j'ai juste peur d'avoir mal à la piqûre. Parce que moi on me fait une prise de sang, j'ai mal. Donc il m'a dit c'est juste ça. Et en fait à sa réaction ça m'a fait réfléchir et je me suis dit je peux pas me défiler, voilà, j'ai mon bébé qui grandit, qui compte sur moi pour le protéger, j'ai pas pu le faire avec mon premier, donc je me suis dit je peux pas être aussi égoïste, donc j'ai dit écoutez mes peurs on s'en fiche, on va faire l'anesthésie rachis. Donc sur ça, j'étais assez fière de moi après quand je suis rentrée à la maison, parce que je me suis dit, bon j'ai pris cette décision, mais par contre j'étais vraiment comme ça, j'avais trop peur. Donc après ce rendez-vous d'anesthésiste, j'ai fait du coup la pose du cerclage. Je crois que ça s'est fait 2 semaines après, il me semble. Oui, 2 semaines après, j'ai fait des analyses de sang entre temps. Vous savez, ils ont besoin d'analyser votre sang et tout pour voir voilà, si vous n'avez pas de soucis ou autre par rapport à l'anesthésie. Voilà, donc le jour J, je suis arrivée à l'hôpital et comment dire, j'étais extrêmement tendue. J'avais très peur, vraiment. Tellement peur que je pleurais presque en fait dans la salle d'attente parce que j'étais la première à passer et j'étais vraiment, j'avais hyper peur. Et donc il y a comment elle s'appelait déjà, l'assistante de l'anesthésiste qui est passée voilà par hasard, qui m'a vu gémir là dans mon coin. Je lui ai expliqué mes craintes et tout et elle a été mais un amour, adorable. Elle m'a beaucoup rassurée.
quand ils m'ont fait l'anesthésie, elle m'a dit de me concentrer sur sa voix. Elle me racontait tout et n'importe quoi, voilà, dans mon oreille. Et franchement, ça m'a vraiment énormément aidée. Donc tomber sur des professionnels comme ça, mais merci mon Dieu, vraiment, ça m'a vraiment énormément aidée, même si ça m'a pas empêché d'avoir toujours un petit peu peur, mais ça m'a permis, voilà, de gérer un petit peu cette peur, tout ce stress. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Ça a duré une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et ouais, ça s'est vraiment très bien passé. Donc voilà, j'étais très contente. Elle m'a fait exceptionnellement une échographie après pour voilà, me dire que... voilà, me rassurer, me dire regardez, votre bébé va bien. Je l'ai vu, voilà, il bougeait, gesticulait, il avait l'air d'être en pleine forme. Donc ça m'a énormément rassurée. Donc je vous ai pas dit, mais la pose du cerclage, ça s'est fait en ambulatoire. Donc en fait, vous n'êtes pas hospitalisé après. On m'a expliqué que j'étais amenée à avoir des saignements, ce qui est normal puisque en fait, on fait des points, si vous voulez, pour accrocher le cerclage. On vous pose l'anneau, on le ferme. Et puis ils font des points en fait autour du col pour le fixer et le garder bien serré. Donc forcément, c'est normal s'il y a des saignements. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. La première semaine, j'ai pas eu de saignement, donc j'avais trouvé ça bizarre. Et la deuxième semaine, c'est là que les saignements sont arrivés. C'était des saignements, voilà, du vieux sang, c'était foncé. Donc c'est exactement ce qu'on m'avait expliqué. Donc du coup, j'étais pas stressée, ça va. Voilà. Sinon, après la pose du cerclage, j'avais pour consigne de rester alitée. Voilà. Elle m'a dit que je pouvais être alitée, mais continuer d'avoir une vie normale à côté, c'est-à-dire que pour elle, je ne devais pas forcément être alitée à 100%, mais à côté de ça, entre-temps, si vous voulez, j'ai fait la connaissance de nombreuses mamans, voilà, à qui voilà, le cerclage n'avait pas fonctionné parce qu'elles avaient gardé une vie normale et parce qu'elles n'avaient pas été alitées. Toutes les mamans donc m'ont conseillé, donc les mamans dont je vous parle, c'était sur des forums, hein, et voilà, on démarrait une grossesse tous ensemble. Pour beaucoup, il y avait déjà une grossesse avec cerclage juste avant, et elles m'ont vraiment conseillé d'être alitée à 100% parce que le cerclage n'est pas efficace à 100%, surtout qu'on ne sait pas vraiment en fait jusqu'où peut vraiment aller mon col, parce que le cerclage, oui certes, il aide à le garder fermé, mais ça ne veut pas dire qu'il fera le boulot d'un col qui n'a pas de problème. Donc moi, ça m'a fait pas mal réfléchir, et moi j'avais pris la décision d'être alitée à 100%. J'en ai parlé à ma gynécologue qui elle était à 100% d'accord avec moi et comprenait parfaitement ma décision, mais elle m'a quand même dit que je courais certains risques, c'est-à-dire plus tard d'avoir de l'arthrose, ou alors de développer des phlébites. Voilà, c'est ce qui pouvait arriver. Après, elle a dit en soi, je suis en très bonne santé, je suis jeune, donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Elle m'a donné quelques conseils voilà, pour l'alitement, c'est-à-dire avoir toujours les jambes surélevées, dormir un maximum et marcher un tout petit peu dans la journée pour voilà, pour pas non plus être complètement tout le temps être dans un lit. Et voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc j'étais contente qu'elle voilà, qu'elle soit d'accord avec ma décision et qu'elle m'accompagne du coup dans cette démarche là. Donc voilà, le cerclage s'est bien passé, les semaines ont défilé, et c'est là que le premier problème est arrivé. Donc j'étais au début du premier trimestre, je dis n'importe quoi, au début du second trimestre. Donc il est arrivé que j'ai commencé à avoir beaucoup de pertes vaginales. Je sais qu'on a des pertes vaginales assez conséquentes, voilà, quand on est enceinte, c'est parfaitement normal puisque y a un certain déséquilibre au niveau de la flore vaginale, puisque une grossesse, voilà, ça demande beaucoup d'efforts à la flore vaginale. Et moi en l'occurrence, voilà, je sais pas, mais j'avais l'intuition qui fait que j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, surtout que j'avais beaucoup de contractions.
Et j'en avais déjà beaucoup pour ma première grossesse et du coup le fait d'en avoir de nouveau donc au cours des semaines qui sont passées juste avant, j'étais pas mal inquiète, donc je suis allée plusieurs fois aux urgences et on m'a expliqué qu'en fait j'avais un utérus contractile et que bah voilà, il y avait certaines femmes qui ont des utérus contractiles et sur ça bah, on pouvait rien faire à part beaucoup se reposer, chose que je faisais déjà, prendre du Spasfon et surtout essayer de stresser le moins possible. Mais bon, avec les antécédents que j'avais, c'était très difficile pour moi de pas stresser en fait. C'était vraiment trop dur pour moi de pas stresser. Donc voilà, les semaines se passent. Un jour, je vais aux urgences, toujours pour les mêmes raisons. Beaucoup de contractions, beaucoup de pertes vaginales. Je trouvais ça pas anormal en fait. Et je suis tombée sur une élève. Voilà, sur une interne, c'est ça, oui c'est ça le terme. Je suis tombée sur une interne qui m'a fait voilà, un prélèvement vaginal, une échographie. Elle a dit qu'au niveau du bébé, il n'y avait aucun problème, que le cerclage était toujours très bien en place, que mon col était toujours très long. Donc déjà sur ça, j'étais hyper rassurée. J'ai fait un test urinaire, il n'y a pas de problème, j'avais pas d'infection urinaire. Et elle a dit que les résultats du coup du prélèvement vaginal, bah, s'il y avait quoi que ce soit, qu'elle m'appellerait et que s'il y avait une infection, il n'y a pas de souci, on la traiterait. Donc, moi, je suis partie tout en confiance. Voilà. Je me suis dit, s'il y a quelque chose, elle va m'appeler. J'ai été rassurée puisque pour moi, le plus important, c'est que mon col soit long, que le cerclage soit bien en place et tout. Donc, je suis repartie sereine. Au bout d'une semaine, aucune nouvelle d'elle. Donc, je me suis dit, bah, je ne dois pas avoir d'infection. Mais moi, comme j'étais tout le temps inquiète et que je voulais toujours avoir les infos et être sûre à 100% parce que je voulais plus rien passer, plus rien laisser passer, aucun détail parce que voilà, je voulais être sûre de protéger mon bébé à 1000%. Donc, j'ai rappelé l'hôpital, j'ai expliqué voilà, que j'avais fait un prélèvement il y a quelques temps, etc. Et que j'ai demandé à connaître les résultats. Donc, l'interne que j'ai eu au téléphone, c'était une autre personne a pris mon dossier et là elle me dit bah écoutez madame, vous avez une infection vaginale, venez tout de suite aux urgences. Donc déjà ça m'a fait très mal au ventre, vraiment. Je suis angoissée directement dès que j'ai entendu le mot infection. J'ai foncé aux urgences et donc là elle m'a prise tout de suite, hein. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que vraiment autant au niveau de l'accueil cet hôpital est vraiment nul, mais alors autant au service maternité gynéco, ils sont top. Donc sur ça, j'étais vraiment contente. Elle m'a prise direct, elle m'a donc refait un prélèvement vaginal, refait un test urinaire, refait échographie et tout, elle m'a tout refait. Elle m'a dit qu'elle pense au vu en fait des sécrétions que j'ai, de la couleur et tout, elle pense que ça s'est transformé en vaginose. Et elle n'a pas voulu m'inquiéter sur le moment, mais elle m'a dit que voilà, les vaginoses, ça peut fragiliser la poche des os et rompre, en fait, la faire rompre, ça peut déclencher des accouchements spontanés, etc. Et là j'ai soufflé, j'ai pleuré, je me suis dit mais c'est pas possible. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'en fait, bah, sa collaboratrice ne m'a pas appelée, ne m'a pas informée, et elle m'a répondu qu'elle a certainement dû oublier. Et là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, elle jouait avec la vie de mon bébé. Donc moi, j'attendais qu'une chose, c'était de la recroiser un jour, cette nana, et de lui dire le fond de ma pensée. Ce qui s'est passé, du coup, quelques semaines après. Donc voilà, j'ai été traitée pour la vaginose. Donc j'ai pris un traitement. Donc déjà, c'était des antibiotiques. Moi, je suis anti-médicaments, mais alors vraiment, quand je vous dis déjà qu'on me disait de prendre des Spasfon, je les prenais à contre-cœur, j'avais vraiment pas envie. Mais alors là, qu'on me dise de prendre des antibiotiques alors que je suis enceinte, ça m'a causé un stress, mais pas possible. J'ai cherché partout sur internet pour être sûre à 100% avant d'avaler ces comprimés. Mais bon, en même temps, je pouvais pas non plus ignorer que j'avais cette fameuse vaginose et que j'étais prise à la gorge, donc j'avais pas le choix, donc j'ai pris le traitement et tout. Heureusement, le bébé n'a rien eu. Donc j'ai pris le traitement et tout, j'ai refait un prélèvement vaginal derrière pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas d'infection. Donc quand j'ai refait le prélèvement, manque de peau et il y avait toujours l'infection. Donc encore infection, allez, rebelote les traitements et j'ai eu cette infection jusqu'à la fin de ma grossesse.
En fait, on n'a jamais réussi à l'éradiquer. En fait, j'ai été infectée avec la bactérie Escherichia coli, qui essentiellement se trouve dans les intestins. Donc je comprends pas pourquoi à chaque fois aucun traitement fonctionnait. Et quand on est enceinte, on est quand même très très vite limité en fonction des traitements. Donc voilà, j'ai eu cette infection jusqu'à mon accouchement et on n'a jamais su pourquoi. Voilà. Et ça m'a... Ça c'est quelque chose qui me stresse pour une future grossesse parce que je me dis, on ne sait pas pourquoi j'ai eu cette infection. Et j'en veux énormément à cette interne parce que si elle m'aurait appelé tout de suite et qu'on m'aurait traité tout de suite, je suis sûre que le virus aurait été beaucoup moins fort et j'aurais pu et on aurait pu peut-être l'éradiquer. Mais du coup non, il était installé et il voulait pas partir. Les médecins ils comprenaient pas. On a essayé plein de traitements différents. On a même essayé, on a essayé par voie orale, on a essayé par voie vaginale, on a essayé par les veines. Par intraveineuse, et rien, ça ne marchait pas. Donc ça c'était très pénible, et je pense que toutes les contractions, ma gynéco le disait même, hein, toutes les contractions que j'avais, j'en avais au moins 20 voire 25 par jour, des fois des très grosses, des fois des moins grosses. Heureusement que j'étais alitée, hein, parce que je suis pas sûre que mon col aurait pu résister même avec le cerclage, avec toutes ces contractions que j'avais, surtout qu'il y en avait qui étaient quand même bien pinçantes. Et heureusement que j'étais alitée, vraiment heureusement. C'est un conseil que je vous donne d'ailleurs si vous êtes enceinte et que vous avez un cerclage, vraiment restez alitée. Levez-vous seulement pour manger, non même pas, moi je me levais même pas pour manger. Levez-vous seulement pour aller au WC et vous doucher et c'est tout. Mais bon, c'est que mon avis, hein, je suis pas médecin. Donc voilà, on n'a jamais réussi donc à éradiquer cette infection que j'ai eue jusqu'à la fin. Les semaines qui sont passées étaient tout aussi horribles les unes que les autres, puisque en fait j'étais tout le temps pourvue d'angoisse, j'avais tout le temps plein de contractions, j'allais énormément aux urgences. Je crois par mois je devais y aller au moins, je sais pas, peut-être entre 6 et 8 fois dans le mois. Donc c'est énorme, tellement qu'on me voyait, le service, voilà, tout le service me connaissait. Heureusement, ils ont toujours été super adorables avec moi, sauf quelques-uns, dont cette interne-là que je déteste et que j'ai revu quelques semaines après et je me suis pas gênée pour lui dire le fond de ma pensée. D'ailleurs, avec le recul, je crois que j'aurais peut-être pu engager... peut-être pu aller plus loin niveau juridique, mais bon, j'avais vraiment pas la pensée pour ça. Moi mon bébé allait bien, mais bon, à cause d'elle je devais prendre 1 milliard de traitements, mais bon, c'est comme ça. Ensuite il y a eu un moment, et c'était à mon 7e mois, voilà, mon 7e mois, j'ai été hospitalisée pour la 5e fois, pour la 5e fois. J'ai eu droit à des traitements Adalat, voilà, un traitement Adalat pour essayer de ralentir les contractions, pour que j'en ai moins. Je faisais beaucoup de monitoring, d'ailleurs j'avais un suivi avec une sage-femme à la maison. Elle venait très régulièrement pour faire des monitos, tout ça, pour surveiller et qu'il n'y ait pas de... Voilà, pour voir comment ça allait évoluer. Mon col, lui, il se rétrécissait de jour en jour, mais bon, j'étais quand même à mon 7e mois. Voilà, comparé à ma première grossesse où je m'étais arrêtée à 23 semaines de grossesse, là j'étais à combien, 31 semaines, oui c'est ça, 31 semaines de grossesse. C'était plutôt pas mal. Ma gynéco était très... pour elle j'allais aller peut-être pas jusqu'à la fin, mais pour elle, je pouvais au moins arriver jusqu'à 35-36 semaines. Donc déjà, quand elle m'a dit ça, ça m'a beaucoup rassurée. Mais voilà, il s'avère qu'il y a eu quelque chose de très étrange pendant une de mes hospitalisations. La dernière avant que j'accouche d'ailleurs. J'ai eu une crise. Je sais pas du tout ce que c'était. C'était une douleur en fait qui se lançait au niveau d'ici. Je sais pas si vous voyez au niveau d'ici. Et en fait, ça se diffusait sur tout mon côté droit de mon corps. C'était très agréable et plus les heures passaient et plus c'était de plus en plus douloureux, au point que j'étais pliée en quatre dans mon lit où je hurlais
Vraiment, je vous dis, je hurlais. Au total, ça a duré 8 heures. Je hurlais, je vomissais de douleur. On m'a fait plein d'échographies, on m'a fait des radios, on m'a fait des prises de sang. On essayait de trouver qu'est-ce qu'il y allait. Enfin, ils ont émis tout et tous les diagnostics possibles. Mais en fait, on n'a pas réussi à comprendre. J'étais toujours en train de parler et j'avais même pas vu que ma caméra elle avait coupé. Du coup, j'étais en train de vous dire que c'était la folie du coup ce jour-là. Ma belle-mère, elle se prenait la tête avec le service. J'avais mon beau-frère qui était là, qui me mettait de la glace parce que ça me faisait du bien. Mais j'avais tellement mal que je pleurais, je vomissais. Enfin, c'était une horreur. Je me rappellerai toujours, on m'avait emmenée en chaise roulante pour faire une échographie. Et j'avais vomi dans les couloirs. Enfin, c'était horrible. Et rien que de repenser à cette douleur, j'espère vraiment que j'aurai pas de nouveau à faire à ça parce que c'était vraiment horrible, ça faisait trop mal. Et donc quand le tour de garde en fait s'est fait, la sage-femme qui était là, voilà, elle était assez âgée et voilà, d'expérience je pense, voilà, elle s'est dit bon, elle m'a dit il faut qu'on essaie de trouver quelque chose pour vous calmer, etc. Elle était très douce et en fait elle m'a donné un dérivé de morphine avec du sucre que j'ai pris oralement. Et honnêtement, je souffrais tellement, ça faisait 8 heures que j'agonisais, que même si j'ai entendu le mot morphine et même si je sais que c'est pas forcément bien quand on est enceinte, je pense qu'elle me donne pas ça au hasard et que je me suis dit que le dosage en fait qu'elle m'a donné voilà, est adapté pour la situation. Je lui ai fait confiance, elle me l'a donné et je me suis littéralement endormie d'épuisement. Puisque après ça, je continuais d'agoniser encore et encore. C'était horrible. J'arriverais même pas à décrire en fait cette douleur parce que c'est une douleur atroce. Mais bon, suite à cette hospitalisation, juste avant de sortir, on m'a refait une échographie, des prises de sang, tout ça. En fait, tellement que j'avais des prises de sang, que j'avais plus de veines sur les bras. Mes 2 bras là déjà ils étaient tout bleus, plein de points en fait de prise de sang, enfin tout ce que vous voulez, c'était terrible. Les sages-femmes et les infirmières vraiment elles avaient de la peine pour moi quand elles voyaient mes bras, qu'elles me disaient oh ma pauvre maman, vous avez plus de veines, vos bras, enfin tout va mal et tout. Et moi j'étais désespérée mais j'étais quand même heureuse de savoir que mon bébé allait bien. Et voilà, donc pour moi c'était l'essentiel, mais physiquement quand même ça devenait quand même difficile à supporter. Donc je vous disais que juste avant de sortir ils m'ont fait une échographie et voilà, ma gynéco m'a dit écoutez, moi je vais partir en congé. Voilà, elle m'expliquait qu'elle partait en congé, mais que voilà, il n'y a pas de problème, que tout y est, enfin qu'elle pense vraiment que j'allais aller assez loin, enfin que j'allais aller jusqu'à la fin de la grossesse puisque ça commençait à tenir, même si mon col était quand même petit. Elle a dit que le cerclage faisait son boulot, que l'alitement aidait beaucoup, donc elle m'a dit que je pouvais vraiment repartir sereine. Et je sais pas, à ce moment-là je me suis sentie très soulagée. Avec mon mari on était enfin on était soulagés. J'étais à un terme, voilà, 33 semaines, un terme tout à fait correct. J'allais faire mon échographie T3, donc très bien. J'étais sereine, bien. Un peu comme si tout ce qui s'était passé avant ne s'était pas passé. Voilà. J'avais le cœur léger, vraiment. Donc on est allé faire cette échographie T3 avec mon chéri. C'était une échographie magnifique. D'ailleurs c'est la seule échographie magnifique que j'ai faite sur mes 2 grossesses, puisque à chaque fois c'était des trucs qui allaient très vite, on nous expliquait pas, on n'avait pas de belles photos et tout. Là je l'ai faite dans un cabinet extérieur. Voilà, un gynéco que l'hôpital m'avait conseillé et il était vraiment très bien. Et d'ailleurs il s'occupe aussi des personnes comme moi, il pose les cerclages et tout. Donc je me suis dit peut-être pour une prochaine grossesse, à voir. Mais il était excellent, très doux avec moi, il a pris le temps de faire l'écho, il m'a fait des magnifiques clichés. J'ai des très belles photos de Jade du coup quand elle était dans mon ventre et j'ai hâte de lui montrer pour lui dire regarde comment tu étais quand tu étais dans le ventre à maman.
Et vraiment merveilleux souvenir, il nous a dit que tout va bien, il prévoyait un bébé de 3 kg 600 à peu près. Et pour lui, il était confiant, j'allais arriver voilà, au bout de ma grossesse, pas de souci. Donc voilà, après cet écho T3, on est partis tous les deux main dans la main, on était toutes heureux, soulagés. Même l'alitement, alors que c'était très pesant pour moi, que j'en pouvais plus, que j'avais qu'une envie, c'est d'aller, je sais pas, sortir, profiter, montrer aux gens mon gros bidou, j'en sais rien, enfin tout ce que les femmes enceintes aiment faire. J'avais tellement envie de faire tout ça, mais là ça me posait plus aucun problème, j'étais juste soulagée, voilà, j'étais juste bien. Donc voilà, 1-2 jours passent, tout va bien, etc. Et là, mon chéri tombe malade. Et je me suis dit, oh mince, ça c'est pas de chance. Il était vraiment pas bien. Je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il était épuisé par tous ces mois de stress, d'angoisse, d'aller-retour à l'hôpital, d'hospitalisation. Parce qu'il faut pas croire, même si on n'est que deux, s'occuper d'une personne tout le temps qui peut rien faire, c'est très difficile à gérer. Parce que lui, il allait au boulot la journée et le soir, il faisait le ménage. Il s'occupait de moi, il faisait à manger, il faisait les lessives, enfin il faisait tout. Et le week-end, il se reposait pas. Enfin, pour lui, physiquement, c'était très difficile, mentalement aussi. Tout en sachant qu'à côté, on continuait de gérer le deuil de notre premier enfant qu'on avait perdu. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très, très difficile à gérer. Donc voilà, pour lui, c'était très dur. Donc vraiment, mon mari, mais pour moi, c'est le meilleur des maris, quoi. Mais vraiment. Je ne pouvais pas arriver d'en avoir un mieux que lui. Il est vraiment parfait. Donc voilà, il est tombé malade. Il pouvait vraiment plus rien faire. Je voyais qu'il essayait, mais son corps, il était en train de lui dire stop. Stop, tu t'arrêtes, tu te reposes. Donc à ce moment-là, moi je lui dis écoute, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues, je pense que je peux commencer à lever un petit peu l'alitement. Tout en sachant que voilà, en étant à 33 semaines de grossesse, voilà, Jade, on peut dire que bon, c'est pas encore, elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais elle est quand même voilà, bien. On peut tenter tout pour essayer de la sauver. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'être un petit peu alitée et m'occuper un petit peu de mon mari, chose que j'ai fait. Je me suis levée, j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je faisais d'habitude. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 jours et rien que le fait de faire ça, je sentais que je contractais de plus en plus et assez fortement. Mais j'étais tellement en fait détendue, tellement déstressée et tout que... Et j'étais habituée aussi à avoir toutes ces contractions que j'avais depuis 7 mois. Donc bah voilà, j'ai pas trop crié gare à tout ça. Donc j'étais... Voilà, j'étais fatiguée, mais j'étais sereine. Donc tout allait bien dans ma tête. Et pareil pour mon chéri. Sauf que, au bout de 2 jours de presque non-alitement, puisque je restais quand même allongée voilà, la journée quand lui il n'était pas là, mais le soir quand il rentrait du boulot, bah, moi je m'occupais de lui. Et donc au bout de 2 jours à faire ça, il est arrivé ce qu'il est arrivé. J'ai perdu les os pendant la nuit. Et je me souviens que sur le moment, j'ai senti quelque chose se craquer. Mais j'ai senti du chaud en bas. Mais comme je dormais, je savais pas si c'était dans mon rêve ou si c'était en vrai. Donc dans ma tête, je commençais à parler en me disant j'ai senti quelque chose, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai attendu 1 demi-heure dans mon lit. Oui, 1 demi-heure, c'est long, très long à essayer de comprendre si ce que j'avais senti c'était dans mon rêve ou pas. Alors vous allez me dire que j'aurais mieux fait de me lever, d'aller vérifier tout de suite. Mais comme vous êtes endormi, je sais pas trop comment vous dire, mais j'étais un peu comme paralysée en fait. Et au bout d'1 demi-heure, je me suis levée, je suis allée au WC. Et pour moi, il n'y avait pas de doute parce que rien que de ma chambre au WC, je sentais du liquide couler entre mes jambes. Et quand je suis allée aux toilettes, que j'ai baissé ma culotte et que j'ai vu que c'était tout mouillé, que c'était marron et tout, je me suis dit oh, je me suis dit ça, c'est pas des pertes, c'est sûr j'ai perdu les os. Donc j'ai déboulé dans la chambre, j'ai dit à mon chéri j'ai perdu les os. Il s'est habillé en 2-2 et allez, sans vous mentir, en 5 minutes on était aux urgences maternité. Voilà comment s'est passée la grossesse de Jade. Ça a été beaucoup de péripéties.
mais au final je regrette rien. Je regrette pas d'être allée, je suis pas allée au bout de cette grossesse encore une fois, mais voilà, je regrette pas tous les sacrifices que j'ai fait en étant restée allaitée pendant tout ce temps. Donc voilà, je vais vous laisser du coup ici donc à la fin de la grossesse. La prochaine vidéo, je vous parlerai voilà de mon accouchement et je vous parlerai voilà de notre expérience, enfin de notre, je sais même pas si on peut dire expérience, aventure, je saurais même pas quel mot je pourrais dire à ça. Mais en gros, je vous parlerai de la naissance prématurée, de notre séjour voilà en néonatologie, tout ça. Voilà, le sujet de la prochaine vidéo, ça sera ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo voilà, vous aura apporté beaucoup plus d'informations sur une grossesse avec cerclage. Je tiens quand même à vous dire que ce que je vous ai dit là, c'est vraiment mon expérience, mon vécu, les choses telles que je les ai ressenties et vécues. Donc ça ne veut pas dire que ça se passera exactement pareil pour vous. Voilà. Y a beaucoup de personnes, toutes les mamans avec qui je parlais, j'étais la seule à avoir autant d'infections. Toutes les autres, elles n'en avaient pas. Donc voilà, pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose. Donc voilà, j'espère que je ne vous aurai pas effrayé avec voilà, cette vidéo. Et j'espère aussi avoir apporté quelques réponses voilà, à vos questions, si vous avez des questions par rapport à une grossesse avec cerclage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir entre guillemets. Ça reste une vidéo quand même moins tragique quand même que les 2 vidéos d'avant. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!